Bonsoir à tous, bienvenue dans Point de Vue. Heureux de vous retrouver pour une émission au thème assez varié. Vous allez pouvoir en juger tout de suite en découvrant ensemble le sommaire de cette émission. Demain commence une sorte de répétition. C'est la première grève organisée à la SNCF avant le mouvement Perlé qui devrait durer 3 mois et qui commencera le mois prochain. Les cheminots habitués de la situation. Un mail de la CGT cheminot appelle à des actes de désorganisation, de malveillance peut-être. Vous nous donnerez votre point de vue. Nous allons parler des Kurdes aussi. L'offensive turque au nord-est de la Syrie se poursuit. L'offensive contre les Kurdes. Les avons-nous abandonnés? Nous, occidentaux, avons-nous une responsabilité dans ce qui est en train de se passer? On en parlera. On parlera aussi d'une occupation qui n'a pas fait beaucoup de bruit quand elle a eu lieu dimanche dernier. Une petite centaine de migrants sont entrés dans la basilique Saint-Denis. Ça fait pas mal de bruit sur les réseaux sociaux. Est-ce un scandale étouffé? Vous nous donnerez votre avis. Et puis on parlera aussi de la longue garde à vue de Nicolas Sarkozy dans l'affaire de l'éventuel financement par la Libye de la campagne présidentielle de 2007. Là aussi, la justice en fait-elle trop? Nous vous écouterons. Vous nous donnez votre point de vue. Vous, c'est sur Twitter, #Figaro Live, #Point de Vue. Vous votez sur chacun des grands sujets à partir des questions qui vous sont proposées. Nous allons parler de tous ces thèmes avec 4 invités, comme chaque jour. Bonjour Adélaïde Zulfikar-Pazi. Bonjour. Vous êtes la directrice de BVA Opinion, institut de sondage bien connu. Guillaume de Monjou nous a rejoint aussi. Bonsoir Guillaume. Bonsoir, vous êtes grand Guillaume. reporter au Figaro Magazine. Alexis Lacroix est là aussi. Bonsoir, directeur Guillaume. délégué de la rédaction de l'Express. On se souvient que votre dernier livre, J'accuse, 1898-2018, permanence de l'antisémitisme, est paru aux éditions de l'Observatoire. Et puis, bien sûr, on montre la couverture de votre magazine, l'Express de cette semaine, qui justement reparle du conflit avant la grève. Train, les usagers prennent la parole. Renaud Girard est là aussi. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Vous êtes bien sûr le chroniqueur international du Figaro, qu'on retrouve chaque mardi dans les pages du Figaro quotidien. Votre dernier ouvrage, Quelle diplomatie pour la France? Prendre les réalités telles qu'elles sont, est paru aux éditions excellent livre, d'ailleurs. du CERF. Un excellent livre, nous dit Alexis Lacroix, qui est plus confraternel que jamais, et néanmoins sincère, naturellement, dans ses compliments. Je n'en partage pas toutes les idées, mais je le trouve remarquable. Eh bien, nous nous en félicitons, cher Alexis. Je vous propose de commencer par le conflit social à la SNCF. Vous savez que les cheminots ont annoncé qu'à partir du 3 avril prochain, ils feraient grève 2 jours par semaine, éventuellement pendant 3 mois, mais ils commencent dès demain parce qu'il y a un mouvement social et une partie des syndicats, mais pas tous, vont faire grève. Il y aura donc des perturbations à partir de ce soir et jusqu'à après-demain matin. Il y a un autre élément dans ce dossier. Cette nuit, la CGT cheminot a envoyé un mail à ses adhérents, les appelant à une forme de désorganisation de l'entreprise, même en dehors des moments de grève. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Guillaume Pépi, le patron de la SNCF qui a lu ce mail, n'est pas d'accord, mais alors vraiment pas du tout d'accord. Regardez. La phrase dit les choses suivantes. La désorganisation du travail devra se faire également les jours travaillés. Mais je ne vous en dis pas plus sur ce mail. Je pense que vous avez compris où on veut en venir. Quand on dit « je ne vous en dis pas plus sur ce mail », c'est qu'on s'apprête à faire des actions qui ne sont pas légales. La direction sera totalement perdue et incapable d'anticiper quoi que ce soit. Les agents ne seront pas au bon endroit. Les rames seront perdues au milieu de nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on organiserait la désorganisation? Je trouve ça très grave. Personnellement, je n'ai jamais vu ça. Et Guillaume Pépi se demande même si il y aurait des actes de malveillance, voire des atteintes aux installations, ce qui est une façon de dire des sabotages. Il pose la question, il n'y répond pas. On peut quand même dire, Alexis Lacroix, que ce conflit social, il commence très très fort. C'est incontestable et il y a une sorte de montée aux extrêmes d'une partie des mouvements syndicaux, comme s'il y avait un désir, vous voyez, de pratiquer ce qu'au XIXe siècle, dans certains courants de la gauche radicale, on appelait le bris de machine. Il ne s'agit pas simplement de lever les heures, de supprimer quelques heures de travail. Il ne s'agit pas éventuellement d'enchaîner des jours de grève. Il s'agit aussi de porter atteinte au matériel. Et ça, si ça devait advenir, ça prouverait qu'il y a une radicalisation d'une partie des organisations syndicales. On peut tout à fait comprendre, mais moi je trouve ça légitime, si vous voulez, que dans un pays démocratique, il y ait des négociations parfois très âpres entre le patronat et entre les syndicats. En revanche, ce qui semble se dessiner, c'est l'entrée dans une autre logique qui serait celle de l'affrontement physique
et encore une fois de l'atteinte aux machines, de l'atteinte au matériel. Et là, je pense que ça ferait malheureusement basculer cette mobilisation sociale, dont je ne pense pas par principe du mal, hein, mais ça la ferait basculer du côté obscur de la force. Donc je pense qu'effectivement, Pépi et d'autres ont raison de tirer aujourd'hui la sonnette d'alarme. Adélaïde Zulfikar-Passic. C'est un petit peu surprenant de la part des syndicats quand on connaît un peu le contexte dans lequel s'inscrit ce mouvement. Les Français sont plutôt, alors il y a quelques réserves, on pourrait y revenir, mais les Français sont quand même plutôt favorables à la réforme. Ils sont notamment favorables à la réforme du statut des cheminots et en conséquence, c'est un mouvement qui ne soutiennent pas massivement. Il y a eu plusieurs enquêtes d'opinion qui ont été publiées récemment. Certains la comprennent, d'autres la trouvent injustifiée, mais globalement, les Français n'ont pas un soutien très, très fort à l'égard de la grève. Et donc si d'emblée, elle se radicalise, peut-être que les cheminots, enfin en tout cas les syndicats, jouent un jeu un petit peu dangereux puisqu'ils risquent de... Alors qu'il y avait une bataille de l'opinion qui pouvait s'ouvrir, ils risquent peut-être de se mettre l'opinion à dos en se radicalisant et en mettant en œuvre des actions qui seront difficilement approuvées, je pense, par les Français. Effectivement, on sonde régulièrement l'opinion sur ce sujet. Vous avez là un sondage récent. Il y en a un autre qui vient d'être fait par Via Voice pour le Figaro. On demande aux gens, est-ce que vous êtes pour le principe de cette réforme? Ils répondent plutôt oui. Alors vous verrez, il y a les décideurs, vous allez voir, vous voyez, pardon, il y a les décideurs, le grand public, parce que c'est un sondage qu'on a fait avec HEC, donc on s'est aussi focalisé sur les cadres dirigeants. Mais globalement, il y a une majorité qui dit ouais, c'est une bonne idée. En revanche, quand on leur dit est-ce que sur la méthode, c'est-à-dire l'emploi des ordonnances, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Là, pour le coup, c'est un petit peu moins net. Renaud Girard, il va y avoir ce mouvement demain, et puis ensuite la grève 2 jours par semaine, peut-être pendant 3 mois. Est-ce que c'est une réponse légitime, finalement, de cheminots qui s'inquiètent pour leur statut? On les comprend, non? Mettez-vous à leur place. J'ai un peu de mal à me mettre à leur place parce que c'est vrai que lorsqu'ils faisaient un métier très difficile, c'est-à-dire qu'il s'agissait en fait de fournir en charbon les machines, si vous voulez, les machines à vapeur. Ils inhalaient des vapeurs toxiques et donc ils pouvaient prendre leur retraite à 50 ans. Mais aujourd'hui, un contrôleur de la SNCF, il est dans des trains climatisés, il peut très bien prendre sa retraite à 65 ans, comme tout le monde. Donc c'est un privilège tout à fait indu. Et ils utilisent le bras de fer, ils prennent en otage toute la population française pour essayer de maintenir des avantages indus. Et je ne vous cacherai pas, Guillaume Roquette, que je suis contre. Je ne suis pas favorable à la grève dans le service public. Le service public, c'est le service du public. Les fonctionnaires ou parafonctionnaires, parce qu'en fait les cheminots de la SNCF sont des parafonctionnaires, ils ont une grille salariale, de progression salariale, ils ne peuvent pas être licenciés sauf faute grave, donc ils ont une sorte de statut de fonctionnaire, parce qu'ils remplissent un service public. Eh bien, en échange de cela, ils ne devraient pas avoir le droit de grève. Le droit de grève doit être réservé aux entreprises du privé où c'est le travail qui s'exprime contre le capital dans le partage des profits. Ça, c'est normal. Mais là, c'est le service de la nation. Lorsque vous décidez de travailler dans le service public, c'est pour servir l'État. Vous savez exactement à quoi vous vous engagez. On vous garantit un emploi jusqu'à la fin de vos jours. Vous connaissez la grille salariale. Et donc, je suis opposé, totalement opposé, à la grève dans le service public. Je regrette d'ailleurs que la droite française, qui avait fait des promesses à cet égard, notamment Nicolas Sarkozy, ne les ait absolument pas tenues. La promesse d'un service minimum mieux organisé. Il n'y a pas de service minimum. Et évidemment, cette grève perlée 2 jours sur 5, sans parler des propos carrément scandaleux de la CGT du RAC. Syndicat d'ailleurs qui, c'est triste, représente peu de salariés. Je crois que le taux de syndicalisation en France est de 8 ou 9%, vous savez ça mieux que moi. Et donc on a en fait des minorités extrémistes, des gros bras, qui prennent en otage le gouvernement, un gouvernement qui est en fait très faible, et ça remonte peut-être aux années Giscard. On se souvient par exemple des ouvriers du livre CGT qui avaient, et ça a commencé comme ça, qui avaient jeté sur les Champs-Élysées, je ne sais pas si vous vous souvenez, sous Giscard, le Parisien libéré, parce qu'il y avait eu une grève très longue à l'époque. Et ces ouvriers CGT du livre
en fait risquer de tuer la presse. Merci, donc, cher voilà. Renaud. Vous avez bien sûr la parole, comme chaque jour. D'un point de vue, on la donne à Erwan, qui nous dit quoi qu'on en pense du sujet, on ne peut pas leur retirer ce droit de grève, même si Renaud Girard ne pense pas la même chose, mais c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a débat. Yves nous dit il faut savoir ajuster la politique en fonction des acquis sociaux. On ne doit pas pouvoir tout annuler sous prétexte que la politique mondiale change. J'imagine que c'est une allusion à l'ouverture de la SNCF à la concurrence. Sur Twitter, on vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que les cheminots abusent ou non de la grève? Pour l'instant, vous êtes 65% à trouver que oui. Ça n'est évidemment pas un sondage, mais un point de vue que vous exprimez. Quel est le vôtre sur ce sujet, Guillaume de Monjou? Moi, je pense que les cheminots font feu de tout bois parce qu'ils défendent un statut qui date de 1920 et, comme le disait Renaud, qui est complètement caduque. Et quand on voit les chiffres, en fait, je me suis un peu penchée sur le sujet parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce statut de cheminot dont on parle tant? Donc, vous avez raison, ils ne peuvent pas être renvoyés, ils ont un emploi à vie, ils doivent être embauchés avant 30 ans. Et en moyenne, ils prennent leur retraite soit à 53 ans, soit à 57 ans, en fonction des 10% qui roulent, la prennent à 53 ans et les autres la prennent à 57 ans. Et leur salaire progresse de façon mécanique, quel que soit leur... Et l'autre jour, j'étais en reportage à Saint-Quentin, dans le nord de la France, et j'étais accompagnée d'un photographe local, d'un local qui a croisé un de ses amis cheminots qui sortait de son train. Et sur le parking, il y avait un taxi qui, depuis 10 minutes, tournait, le compteur tournait et tout ça. Et donc, on parle 5 minutes avec ce cheminot qui descend de son train, il nous raconte comment ça va, son concert de musique samedi, comment ça s'est passé, tout ça. Et puis après, je me retourne et je le vois rentrer dans le taxi. Et donc, je demande à mon ami, je dis, mais comment ça se fait qu'un cheminot... Enfin, pourquoi il prend un taxi à 16 heures comme ça? Et il me dit, parce que maintenant, ils ont négocié, la gare de triage a changé, donc tous les conducteurs de ce train peuvent prendre un taxi. Donc il y avait déjà 35 € au compteur quand je suis passée, parce que ça m'a intriguée. Je me suis dit, c'est un chef d'entreprise qui va arriver, ça va être quelqu'un de très important. Et en fait, non, c'est comme ça, c'est un espèce de statut négocié localement parce que l'écriture bureaucratique, on a changé de gare de triage, donc vous avez droit d'avoir un retour payé jusqu'à chez vous. La SNCF coûte 10 milliards, faut le savoir. La SNCF coûte 10 milliards aux Français. Tous les Français ont un impôt qu'ils payent de 160 € pour la SNCF, même s'ils ne prennent jamais le train. C'est tout à fait scandaleux. Notamment pour payer apparemment les notes de taxi. Alexis Lacroix, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Renaud Girard disant après tout, ils ont la sécurité de l'emploi, c'est un service public, donc ils ne devraient pas avoir le droit de grève. Comme la police ne l'a pas, par exemple. Je sais, je la comprends, mais je ne suis pas sûr de la partager. Pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, les conducteurs de train ne sont pas vis-à-vis, si vous voulez, du service de l'État, ils ne sont pas dans une fonction absolument vitale comme celle de la police. Imaginez que sur l'ensemble du territoire français, il y a à peu près 98 départements en France métropolitaine. On supprime, Corse comprise naturellement, on supprime subitement les policiers. Il y a une désorganisation de la vie civile absolument immédiate et il y a la mise en danger de nombreuses personnes qui sont, si vous voulez, en but immédiatement à des malfrats, à des cambrioleurs, à des voleurs, etc. Peut-être même à pire que ça, à des violeurs aussi. C'est pas du tout la même chose. Et donc, je pense que là, Renaud est un peu emporté par son enthousiasme et va un peu loin. C'est pas la même chose, si vous voulez, que des grèves de train. Mais pour aller quand même dans le sens, en revanche, de l'indignation d'une partie de nos auditeurs vis-à-vis des surenchères, du jusqu'au-boutisme, du maximalisme de certaines organisations syndicales, je pense qu'en plus on passe à côté du vrai sujet. Moi, je ne suis pas spécialement arc-bouté, vous l'avez compris, sur le maintien des avantages acquis des différentes catégories professionnelles, et Renaud a raison de dire, dont les conditions de travail, au fil des ans, se sont considérablement améliorées. J'en fais pas, si vous voulez, par principe, un sujet de bataille civique ou politique. En revanche, ce qui me paraît très grave, c'est qu'on est en train de casser la SNCF comme service public généraliste et universel. Donc ils font grève, on ne remet pas en cause leur statut actuel. Ils font grève pour qu'on n'embauche pas les nouveaux avec le même statut. Mais on est en train de casser, et ce n'est pas spécialement Macron, c'est les gouvernements successifs, remettre en cause ce service public universel. Et je pense notamment, c'est très grave en fait, et c'est le vrai sujet, à la suppression des lignes secondaires dans les fameuses régions qu'on appelle celles de la France périphérique. Or, ça veut dire que les gens ont double peine. Non seulement ils sont isolés géographiquement, et maintenant ils pourront même plus prendre le train. Adélaïde Zulfikar-Pasik, est-ce que vous pensez que l'opinion peut se retourner? Vous disiez, elle est plutôt favorable à cette réforme. Alors tout le monde fait allusion, parce que c'est une grève qui a marqué les Français, à ce grand mouvement de 1995, où finalement les Français, disait-on, avaient fait grève par procuration et avaient soutenu les cheminots contre la
réforme à l'époque de le régime spécial par Alain Juppé. Est-ce que vous pensez que l'opinion a changé ou qu'aujourd'hui elle est durablement favorable à la réforme ou que c'est très fragile? Non, je pense que c'est fragile parce que justement il y a cette notion de service public qui à mon avis est au cœur de la mobilisation et elle peut jouer dans les deux sens. De deux choses l'une, soit parce qu'il y a cette grève perlée qui dure pendant plusieurs mois, les usagers en tant qu'usagers d'un service public auquel ils ont droit sont énervés, agacés et finalement sont de plus en plus hostiles au mouvement de grève et ne soutiennent plus les cheminots, soit au contraire, et c'est l'autre enjeu, je pense que c'est là-dessus que les choses peuvent se renverser, soit les cheminots, les syndicats arrivent à faire cristalliser le mouvement autour de ce que sont aujourd'hui les préoccupations des Français par rapport à cette grève, et ça on le voit très nettement dans les études qualitatives, c'est pas du tout la question du statut qui inquiète, c'est effectivement la question de, on retrouve des expressions comme peur de la casse des services publics, remise en cause des acquis sociaux, et puis cette peur de... Cette inquiétude qui est nourrie d'un président qui ne s'adresserait qu'à une partie de la France et qui laisserait, même si effectivement le gouvernement a un petit peu infléchi son discours sur la question des petites lignes, il n'empêche que ça crée une inquiétude. Et si les syndicats arrivent à mobiliser les Français sur cette crainte d'une France à deux vitesses et d'une partie de la population qui est laissée pour compte et qui perd en plus son service public, alors l'opinion pourrait adhérer au mouvement dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Le dernier mot reste à nos internautes, à Bernadette qui nous dit « cette grève est une honte », au moins voilà qui est clair. À Jean-François qui nous dit « c'est scandaleux, nous payons ce service et nous en faisons les frais une fois de plus par la grève ». Tandis que One Shout sur le Figaro.fr nous dit « le statut des cheminots, c'est le dernier baroud d'honneur des syndicalistes ». Quelque chose me dit qu'on va reparler de ce sujet avant pas longtemps. Peut-être un dernier regard sur vos votes sur Twitter. Oui, vous êtes toujours 2/3 à considérer que les syndicats abusent de la grève. On reparlera demain de ce sujet sur Figaro Live avec une émission spéciale des décrypteurs consacrée à la grève. Quant à nous passons à un autre sujet, aux Kurdes. Vous savez que les Turcs ont déclenché une offensive très importante, franchissant la frontière, arrivant en Syrie. Les Kurdes ont subi un certain nombre de défaites militaires, en particulier avec la ville d'Afrin, qui est une ville kurde au nord-ouest de la Syrie, qui a été conquise par les Turcs. Et nous, avons-nous une responsabilité là-dedans? Les Kurdes ont aidé les Occidentaux dans la lutte contre l'État islamique. Est-ce qu'on les a abandonnés? Écoutez ce qu'en pense Jean-Christophe Lagarde. Il n'est pas seulement président de l'UDI, c'est aussi le président du groupe d'études parlementaires sur la question kurde. La France, elle a utilisé, comme les États-Unis d'ailleurs, les Kurdes quand il s'agissait de combattre Daesh, nos ennemis qui nous combattaient. On les a équipés, insuffisamment, mais on les a équipés. Et aujourd'hui, la Turquie les massacre, sous de mauvais prétextes, sous de faux prétextes, simplement pour régler une question de politique intérieure et de difficultés intérieures. Les Turcs, ils sont censés être nos alliés, ils sont dans l'OTAN. Et aujourd'hui, ces pseudo-alliés massacrent nos alliés. Et ça pose de problème à personne. Et personne ne dit rien. Renaud Girard, vous êtes allé de nombreuses fois dans cette région que vous connaissez bien pour avoir couvert plusieurs conflits pour le Figaro. Est-ce que c'est l'affaire des Kurdes et des Turcs? Est-ce que nous, vraiment, on devrait prendre parti là-dedans? On devrait prendre parti parce qu'effectivement, nous avons utilisé les Kurdes, en fait, pour battre, pour défaire l'État islamique qui lui-même était venu nous faire la guerre chez nous. Par le terrorisme. Par le terrorisme, le Bataclan, etc. Et ces Kurdes, qu'ils soient les Kurdes de Syrie ou que ce soit les Kurdes d'Irak, ont montré une tolérance, ont montré aussi qu'ils respectaient la dignité de la femme, et une tolérance aux autres religions. Ce sont des sunnites et des musulmans pour la plupart, mais ils sont tolérants et ils sont farouchement opposés à l'État islamique et nous avons pu compter sur eux. Et c'est assez gênant de voir le régime frère musulman, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, le régime frère musulman d'Erdogan, qui pour... Erdogan est chef de l'État turc. Oui, chef de l'État turc, qui pour des raisons de politique intérieure, parce qu'il fait une alliance avec les supernationalistes turcs, pour avoir une majorité électorale confortable, c'est tout à fait regrettable de voir ce spectacle. Alors, en plus, vous l'avez dit, la Turquie est membre de l'OTAN, c'est un allié,
Et les Américains sont en fait entre deux fers, parce qu'ils ont cet allié turc qui est assez embarrassant, et puis ils ont beaucoup soutenu militairement les Kurdes. Il y a d'ailleurs aujourd'hui encore des forces spéciales américaines, à peu près 2000 hommes, auprès des Kurdes du nord de la Syrie. Alors les Turcs invoquent le fait que ces Kurdes de Syrie seraient proches du PKK, c'est-à-dire un parti kurde de Turquie, très progressiste, que les Turcs disent être des terroristes. La réalité est qu'en fait, Erdogan avait fait une trêve, la paix, en fait, en 2013 avec ces militants du PKK, et qu'il l'a rompu en 2015 pour des raisons essentiellement nationalistes et électoralistes. Je pense que ça va être très difficile de faire un État kurde, parce que ces Kurdes sont sur plusieurs pays. Ils sont sur 4 pays, et les 4 pays ne veulent pas qu'il y ait un État kurde. La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Mais en revanche, on peut très bien considérer des régions autonomes, sans détruire les pays, les États existants, des régions autonomes. Notamment, il y en a une déjà qui fonctionne bien au nord de l'Irak, au l'est de l'Irak, nord-est de l'Irak, qui fonctionne bien, c'est la région autonome kurde. Et on pourrait très bien imaginer que ce qu'on appelle le Rojava, c'est-à-dire cette bande, n'est-ce pas, au sud de la Turquie, au nord de la Syrie, eh bien, soit une bande autonome turque. Nous avons imprudemment, en 2013, c'était Hollande, financé les rebelles. On disait à l'époque les rebelles modérés, mais en fait c'était faux. En fait, les armes se sont retrouvées tout de suite aux mains des islamistes en 2013. Ça, c'était en Syrie. En Syrie. Et si vous voulez, il y a eu aussi un deux poids, deux mesures, je trouve, de l'Occident. Nous avons, sans doute à raison, beaucoup condamné les bombardements de Bachar el-Assad sur la Ghouta. La Ghouta, ce sont les oasis là, à l'est de Damas, où il y a une rébellion très ancienne contre le régime de Bachar el-Assad. Mais nous n'avons rien dit sur Afrin, où en fait les Turcs utilisent exactement la même violence, les mêmes méthodes militaires que les Syriens ou que les Russes. Guillaume de Monjou. Mais vous savez pourquoi on n'a rien dit? Il y a eu d'abord une négociation, visiblement, en tout cas, moi j'ai entendu dire que le photographe qui était chargé d'envoyer des photos d'Afrin, de ces bombardements qui ont commencé il y a 2 mois. Afrin, donc c'est la ville syrienne, oui, voilà, tenue par les Kurdes et aujourd'hui conquise par les Turcs. Attaquée par les Turcs. Et Ankara a dit, écoutez, si très bien, si vous envoyez ces images, sur le fil de l'AFP international, nous, on retire votre correspondant à Istanbul et à Ankara. Donc il y a eu cette espèce de désir de travailler un peu dans le noir, de surtout que ça ne se voit pas, et 250 000 Kurdes comme ça sur les routes, des civils, qui quand même... à qui on avait donné notre parole quelque part. C'est nos alliés, c'est nos amis. On les a armés pour qu'ils nous, comme vous disiez, qu'ils défassent Daesh là. Je trouve que dans une région où la parole donnée est quelque chose de sacré, je veux dire, c'est encore une façon qu'a l'Occident de se décrédibiliser. Et malheureusement, les Kurdes, ils ont quelques choses... ils ont un mauvais discernement sur les alliés qu'ils choisissaient. Là, ils ont choisi les Américains, donc ça, c'était un mauvais coup. Ils auraient dû choisir les Russes. À mon avis, là, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Donc, en choisissant les Américains, en croyant à la parole donnée des Américains qui allaient les armer et qui, en échange, probablement promettaient de les protéger de cet immense voisin turc, expansionniste et complètement paranoïaque, disons-le, eh bien, ils ont choisi le mauvais cheval. Et malheureusement, les Américains, il n'y a plus personne au bout du fil, là, c'est fini. Vous nous donnez votre avis sur Twitter. Nous proposons de voter pour cette question. Avons-nous abandonné les Kurdes? Vous êtes 82% à considérer que oui. Vos commentaires aussi arrivent sur Twitter et sur le Figaro.fr. Patricia nous dit « La France et toute l'Europe ont abandonné les Kurdes et en étant membre de l'OTAN, nous sommes coupables », tandis que One Shout, encore lui, sur le Figaro.fr, nous dit « Les Kurdes seront une nouvelle cicatrice pour la France. Comment les alliés pourront-ils nous faire confiance ?» Alexis Lacroix, est-ce qu'il faut qu'on revoie cette alliance que nous avons avec les Turcs dans l'OTAN, quand on voit comment ils se comportent? Moi, je ne dirais pas forcément jusque-là. Je sais que c'est une position qui est avancée par certains. Ça ne me paraît pas être forcément l'urgence absolue. L'urgence absolue, c'est de savoir qui sont nos ennemis. Et effectivement, la Turquie de M. Erdogan, je suis entièrement d'accord avec Renaud, c'est un régime islamiste, c'est proche des frères musulmans, et ils ont décidé,
en quelque sorte, de faire une guerre à outrance à l'Occident. Car ne nous y trompons pas, au travers des Kurdes, notamment des Kurdes irakiens, et de leur abandon programmé depuis septembre dernier, c'est en fait l'Occident qui est visé et qui se retrouve en première ligne. Donc maintenant, est-ce qu'il faut punir M. Erdogan en le faisant sortir de l'OTAN? Oui, bien sûr, c'est une position qui est énoncée par certains, mais je crois surtout que l'urgence, c'est de désigner les ennemis. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec presque tout ce qui a été dit, sauf peut-être avec Guillaume quand elle suggère que les Kurdes eussent dû se tourner vers les Russes, car les Russes sont aussi malheureusement dans le camp de nos ennemis. Il faut dire les choses clairement. Dans cette affaire kurde, les masques tombent. D'ailleurs, il va y avoir un livre bientôt de Bernard-Henri Lévy sur ce sujet qui le montre clairement. Lui, il a suivi comme Renaud de très près les événements, notamment à Erbil et dans la région. Et c'est vrai que les Russes portent également une responsabilité très très lourde dans cet abandon des Kurdes. Ils ont manigancé contre les Kurdes, donc je pense que malheureusement c'était à la France d'y aller. Mais il n'est peut-être, justement sur ce sujet-là, Guillaume, il n'est peut-être pas trop tard. Et j'entendais ce que disait Renaud, son analyse est impeccable, mais peut-être que la France, et donc c'est à Macron, la balle est dans le camp de Macron, peut-être que la France peut encore faire quelque chose pour que le sort des Kurdes ne soit pas scellé dans le délaissement définitif. Oui, sauf Adélaïde Zulfikar-Passi, que ce sont des sujets qui sont probablement très compliqués à comprendre pour l'opinion, et qu'on sent peut-être une tendance, enfin, si vous allez confirmer ou non, à une forme de prudence, voire de méfiance de l'opinion française vis-à-vis de tout ce qui pourrait ressembler à une intervention extérieure, après ce qu'on a vu, et avec un bilan assez malheureux en Libye ou même en Irak. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, quand on s'est posé un peu les mêmes questions sur comment est-ce que les Français considéraient ce qui se passe à la Ghouta en ce moment, on a vu qu'il y avait une forme de... un peu de ras-le-bol, mais un ras-le-bol qui était lié à une difficulté à décrypter effectivement ce qui se passait, les tenants aboutissants, la réalité d'un conflit qui a plusieurs acteurs et qui est compliqué à comprendre. Dans le cas présent des Kurdes, le chiffre que vous avez cité du sondage que vous faites auprès des personnes qui nous suivent, il est assez proche de ce que nous on voit dans nos études qualitatives, notamment on a une communauté citoyenne où il y a un sentiment quand même assez consensuel qu'on a abandonné les Kurdes. Et sur quoi est fondé ce sentiment, je pense? Il ne faut pas perdre de vue que, certes, les Français sont assez peu tournés vers les questions internationales. En revanche, il y a une préoccupation qui est très forte pour eux, qui est la question du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Et une chose qui a été assez claire pour eux, à mon sens, malgré la complexité de la situation, c'est que, effectivement, dans la guerre menée contre Daesh, les Kurdes étaient nos alliés, et ce faisant, on abandonne une partie de nos alliés dans un combat qui est une priorité pour les Français. Donc je ne suis pas sûre que, pour le coup, je ne suis pas sûre que ce soit si compliqué pour les Français de prendre position sur ce sujet-là. Parce qu'eux sont nos alliés, clairement, et donc ça permet de les identifier. Ouais. Ouais. Renaud Gérard, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On ne peut pas intervenir militairement pour arrêter les Turcs. Est-ce qu'on peut prendre des sanctions contre eux? En même temps, on a besoin d'eux parce qu'ils bloquent l'Europe pour éviter qu'il y ait trop de migrants qui rentrent par l'Est et par l'Asie. On peut faire quoi concrètement? On peut armer davantage les Kurdes, si vous voulez. On a des forces spéciales, on a des services secrets extérieurs. Et puis, on peut avoir aussi une pression diplomatique. Mais aujourd'hui, cette pression diplomatique est plus difficile à obtenir parce que la politique américaine est très difficile à comprendre, à déchiffrer, puisque en fait, le président Trump est en train de se séparer de tous ses adjoints, notamment ses adjoints qui s'occupaient de ces questions-là. Je pense au général McMaster qui est parti ou qui doit partir. C'était le chef du Conseil national de sécurité. Voilà, je vais postuler pour être là-bas. Je ne sais pas combien de temps je durerai avec notre ami Trump. Mais donc c'est très difficile pour les alliés. Madame May, l'anglaise, elle a autre chose, d'autres chats à fouetter. Le Brexit, elle ne sait pas comment gérer ce dossier, où aller, ou comment proposer ce chemin aux Britanniques. Elle se raccroche à d'autres événements moins importants, me semble-t-il. Et donc, les Français sont un peu seuls. Et c'est ça, à mon avis, la difficulté. Mais si vous aviez une vraie politique conjointe franco-américaine, avec ce qu'on peut faire, parce que l'armée turque, si vous voulez, c'est pas une armée mirifique. Elle a d'ailleurs, lors de son sa expédition précédente contre les Kurdes, elle s'est un peu embourbée. Et c'est une armée qui a été purgée après le coup d'État du 15 juillet 2015 de ces éléments dits gulenistes. Donc, en fait,
ça ne serait pas très difficile de la contenir, puisque les Peshmerga savent se battre, surtout ceux du Rojava, avec davantage d'aide, je dirais, discrète ou secrète. Et là, je crois que les Turcs comprendraient assez vite le message en leur disant, écoutez, nous vous soutenons sur le thème de l'intégrité territoriale de la Turquie et nous n'allons jamais soutenir l'explosion ou l'éclatement de la Turquie. Mais s'il vous plaît, restez dans vos frontières. J'espère que nous avons répondu à votre question. Olivier, puisque vous nous demandiez quel comportement doit donc avoir la France avec la Turquie. Et sur ce sujet, on laisse le dernier mot à Nicole sur Facebook. Quand donc l'Europe et la France en particulier arrêteront-ils de plier devant la Turquie d'Erdogan? Nous revenons en France pour un événement qui est passé relativement inaperçu dimanche dernier, même s'il y a eu quelques tweets, comme par exemple celui de la députée Valérie Boyer. 80 personnes ont investi, envahi, ont pénétré, vous emploierez le verbe que vous souhaitez, dans la basilique Saint-Denis, donc ce dimanche, en soutien aux migrants et aux sans-papiers. Les policiers les ont assez vite évacués, et puis l'histoire n'a pas fait plus de bruit que ça, sauf que la basilique Saint-Denis, c'est pas n'importe quel endroit, c'est la nécropole des rois de France, et sur les réseaux sociaux, on s'agite pas mal autour de ce thème. Est-ce que c'est un scandale étouffé, ou est-ce que c'est une petite affaire? Adélaïde Zulfikar-Passi, quel est votre point de vue sur ce sujet? Je pense que c'est assez symptomatique, en tout cas, de ce qui se passe en France sur les questions d'immigration, parce qu'on a bien vu, en fait, quand on regarde un petit peu les débats sur Twitter, qui s'opposait d'un côté les sympathisants ou partisans de la France insoumise, de l'autre les Républicains. Et on voit aujourd'hui, quand on regarde notamment les positions des Français par rapport au projet de loi du gouvernement, on retrouve exactement ce clivage entre, à l'extrême, les soutiens les opposants les plus fermes au projet de loi, ce sont les sympathisants à la France insoumise qui pensent que le gouvernement ne fait pas preuve d'humanité, qu'il va beaucoup trop loin. À l'inverse, les sympathisants LR qui pensent que le gouvernement n'est pas assez ferme. Donc on retrouve ce clivage et je trouve que c'est plutôt en tout cas un bon symbole de ce qui se passe aujourd'hui en France sur la question. D'ailleurs, des responsables de la France insoumise étaient aux côtés des migrants dans cet épisode. Quel est votre point de vue sur ce sujet, Alexis Lacroix? Est-ce que vous avez été choqué par cette opération? Je crois qu'on dit qu'il y a une messe qui a été interrompue. Certains, comme Marine Le Pen, ont même parlé annulée. Certains, comme Marine Le Pen, parlent même de profanation. Quel est votre avis? Par principe, j'aime pas les profanations. Et d'ailleurs, j'aime pas quand des personnes par ailleurs bien inspirées comme les Femen, dans certaines de leurs actions, de leurs happenings, s'y décroient. Moi, je n'aime pas ça. La christophobie, elle est toujours de triste mémoire, c'est totalitaire. Mais là, franchement, ça n'a rien à voir avec de la christophobie. Ou de la christianophobie. Ou de la christianophobie. C'est l'une des fonctions essentielles de l'Église aujourd'hui que de tendre la main aux pauvres et aux migrants. C'est comme ça. Alors, on peut récuser cette partie-là de l'Évangile, on peut faire du marcionisme, on peut faire du révisionnisme catholique, tout ce qu'on veut. Mais je crois que ce procès, si vous voulez, fait à quelques migrants qui ont un peu chahuté dans cette Église pour marquer le coup, c'est pas tenable. C'est pas tenable et ça vient, il faut dire les choses clairement, ici, à votre micro, car c'est une antenne libre et il faut qu'elle le reste. Ça vient de milieux identitaires. C'est cette partie-là de la fachosphère qui est sous l'emprise de l'idéologie identitaire et qui essaye d'instrumentaliser ce micro-événement. Écoutez, ça tombe bien, moi j'ai passé une partie du week-end à Saint-Denis. Donc je n'ai pas vu directement. Oui, mais ce n'est pas du tout ce que décrivent les tweeters et les bashers du net qui sont déchaînés depuis ce jour-là, depuis ce dimanche, contre ces pauvres migrants. Non, l'Église a rempli l'une de ses fonctions symboliques actuelles très fortes, qui est effectivement d'être l'asile, d'être l'arche offerte aux pauvres, aux migrants et aux sans-abri. C'est comme ça. Alors si on n'aime pas ce catholicisme-là, on n'a qu'à en pratiquer un autre, mais en secret, et on n'ennuie pas tout le monde avec ses récriminations et ses vociférations. Alors, je laisse les internautes se faire leur point de vue pour savoir si Virginie Calmels est une identitaire. Virginie Calmels, Guillaume, voilà, fait de la politique. Et j'ai observé, et on va pouvoir lire son tweet. Comment elle a troqué ses convictions jupéistes
pour un plat de lentilles chez Monsieur Vauquier. Donc, si vous voulez, c'est à cet aune qu'il faut lire sa réaction. Voilà, sa réaction étant de dire que ces sans-papiers encouragés par l'extrême gauche ont bafoué notre culture, notre histoire, nos racines chrétiennes. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste rebondir sur ce qu'avait dit Alexis Lacroix sur le rôle de l'Église. On a fait justement BVA pour le Figaro la semaine dernière un sondage à l'occasion des 5 ans du pontificat. Et on a demandé aux Français... pontificat du pape François. Exactement, pardon. Et on a demandé aux Français s'ils étaient en accord avec ses propos sur la question des migrants, puisqu'il prône il prône un accueil généreux, large des migrants. Et les Français, là encore, étaient très partagés avec des gens qui adhéraient à ces propos et d'autres pas. Mais en revanche, effectivement, des catholiques pratiquants réguliers qui étaient tout à fait en ligne avec cette vision de l'Église et majoritairement favorables à ce que l'Église tende la main aux migrants. Donc, voilà, je voulais juste compléter par des données d'opinion ce qu'avait dit Alexis Lacroix. Guillaume de Mongeau. Mais attends, si on reprend la séquence, on parle bien de la même chose. Est-ce qu'ils sont venus prier? Est-ce qu'ils sont venus demander de l'aide au curé? Vous voyez, là, c'était une horde de personnes sont pas venus demander de qui l'aide au sont curé. venues Ils ont trouvé, juste pour faire un symbole. Non, ils ont trouvé asile dans cette église merveilleuse, effectivement, qui est la magnifique. nécropole des rois de France, la basilique de Saint-Denis. Mais asile de Attendez, Asile de quoi? non, ouais. ils ont demandé. Il était 15 heures, ils ont je vous demandé. rappelle, et pendant 1 heure. Ils ont demandé asile comme jadis. Asile contre le froid. Attendez, contre quoi? comme Contre jadis quoi? avec quelques acteurs, avec quelques personnalités showbiz, dans cette fameuse église Saint-Bernard qui avait défrayé la chronique dans les Bien années sûr, 90. ça n'a rien à voir. C'est pareil. Il n'y a rien de plus. Mais aujourd'hui, nous avons des identitaires beaucoup plus organisés qu'il y a 20 ans. Et donc, effectivement, avec de micro-événements comme ça, ils vous foutent la France en l'air et puis ils ont leur réseau dans la presse, on le sait bien. Tout ça est vraiment connu aujourd'hui. Non, parce que je pense que ce que vous venez de dire est tout à fait juste. C'est-à-dire que la question, en général, des migrants, de l'accueil des migrants, et bien sûr, l'Église s'est positionnée là-dessus avec le pape François, avec une espèce d'idée évangélique d'ouvrir sa porte à la personne qui sollicite de l'aide et tendre la main, comme vous le disiez. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'était Mélenchon, qui se réfère tout le temps à l'histoire, parce que c'est son dada. Il parle tout le temps de référence. L'autre jour, à l'université de Toulouse, il parlait de 68, etc. Là, il parle de la commune où il y a des églises qui ont été occupées en 71. Il appelle ça les clubs rouges. Et c'est là que le débat doit se déplacer dans des institutions fortes pour se mettre en opposition avec elles, pour montrer symboliquement au peuple à quel point elles sont en contradiction avec elles-mêmes. Et en fait, c'est un gros coup médiatique. Alors, heureusement, il n'a pas pris. On est les seuls à en parler quasiment. Mais c'est un bon coup médiatique. Éric Coquerel, le député de la zone, a quand même cette espèce de phrase au moment de l'enterrement de Johnny Hallyday. Il dit « Mais Macron n'a aucune place dans l'Église. L'Église, moi, je ne suis pas croyant. L'Église, ça ne représente plus. Un président ne doit pas être dans une Église. Ce n'est pas un lieu de politique, etc. » Donc, vous voyez, il est en contradiction totale alors qu'il a soutenu ce mouvement de dimanche dernier. Donc, en fait, on est dans une espèce de jeu de dupes. Et prenons les choses comme elles sont. Évidemment, Mélenchon a perdu complètement sa verve. Il ne sait plus comment faire et il cherche à tous les alibis pour essayer de faire exister son débat. Je rajoute une pièce au dossier. Une des alliées de Jean-Luc Mélenchon, en la personne de Clémentine Autain, elle aussi a tweeté sur ce sujet en disant « Mais non, il n'y a rien à profaner. On a tout mis dans la fosse commune en 1793. J'imagine que tout, ce sont les dépouilles des rois de France. Pardon, je continue juste. L'enjeu est aujourd'hui de trouver un lieu refuge pour des personnes qui ont fui la guerre et la misère. Non, mais Clémentine Autain, je veux parler comme vos enfants. Elle est grave, Clémentine Autain. C'est d'ailleurs, vos enfants n'ont pas le droit de parler comme ça. Oui, mais elle est la représentante de la frange la plus islamo-gauchiste de la France insoumise. Donc c'est vrai que citer à charge contre ces migrants le soutien malencontreux de cette députée d'une autre partie de la Seine-Saint-Denis, d'ailleurs de Tremblay en France. Franchement, c'est pas leur rendre service. Non, restons sur des choses plus sobres. Je ne crois pas que cette occupation ait eu comme objectif métapolitique de rappeler les épisodes de la terreur contre l'Église de France. Je ne crois pas. Je crois que c'était simplement cette utilisation, on va dire, humaniste, catholique et humaniste de l'Église comme un asile pour ceux qui n'ont plus de feu. Voilà ce qu'il faut dire. Et on arrête là la polémique, si vous voulez. Je rappelle que vous faisiez... Renaud Girard va donner son point de vue. J'ai une question à poser. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés dans la salle polyvalente de Saint-Denis, qui doit être mieux chauffée que la basilique, ou d'aller dans une autre salle polyvalente de la banlieue parisienne? Pourquoi avoir choisi ce lieu symbolique de l'histoire de France qu'est la basilique de Saint-Denis? Mais ça pose en fait un problème beaucoup plus vaste. C'est que l'Église est tout à fait, effectivement, le pape est tout à fait dans son rôle. Le pape, il donne des instructions morales, si vous voulez. Alors, par exemple,
l'Église considère effectivement, et elle a tout à fait raison, que dans la suite du Christ, effectivement, il faut être généreux, il faut tendre la joue droite quand vous êtes frappé sur la joue gauche, etc. Très bien. Mais le pouvoir politique est différent. L'Église, par exemple, dit les jeunes femmes qui sont enceintes ne doivent pas avorter. Voilà, c'est ce que dit l'Église. Le pouvoir politique, il dit oui, c'est pas bien d'avorter, mais quand même, il faut quand même, on peut pas forcer les jeunes femmes qui sont enceintes sans le vouloir à garder leur enfant. C'est un problème de gestion de la société. Alors effectivement, moralement, c'est mieux d'accepter l'enfant qu'on a fait. Mais voilà. Alors voilà, et c'est ça. Et alors le pouvoir politique, il en est où? Le pouvoir politique, il a oublié ce qu'a dit Rocard avec justesse, c'est qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Europe? C'est que, après la déclaration notamment de Mme Merkel, on a donné une sorte d'incitation extrême à tous les miséreux du monde, c'est-à-dire simplement les gens qui, au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, effectivement, gagnent pas bien leur vie par rapport à ce que donnent les assurances sociales en France, de venir sans passer par une procédure régulière. Il faut comprendre ça, c'est que la population européenne, c'est 5% de la population mondiale et 50% des dépenses sociales du monde entier. Oui. Donc il y a un appel d'air absolument fantastique qui va détruire les sociétés européennes sans pour autant améliorer l'Afrique. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et vous avez des naïfs, et là je trouve que notre ami Alexis a été un peu naïf, je lui dis droit dans les yeux, des naïfs qui ne voient pas ce problème qui est en fait le grand enjeu de ce début du XXIe siècle. On est tous favorables au développement de l'Afrique, mais on ne peut pas, ce n'est pas la destruction de la civilisation et de l'organisation européenne qui va améliorer la situation de l'Afrique. Merci Renaud Girard. Là, le dernier mot est aux internautes. Sur Twitter, où nous vous posions la question, est-ce un scandale qui a été réduit au silence? 59% des internautes, des tweetos qui ont pris la parole, qui se sont prononcés plutôt, considèrent que oui. Je vous cite la réaction d'Elan sur le Figaro.fr. Les activistes de gauche n'oublient jamais de cibler les églises. On ne les verra jamais dans les lieux de culte des autres religions. Pascal sur le Figaro.fr qui nous dit les extrémistes gauchistes qui méprisent la culture chrétienne de la France n'ont de cesse de vouloir utiliser ces symboles pour exercer un chantage compassionnel, tandis que Bronito exprime un point de vue inverse, mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de cette émission. Sur le Figaro.fr, pour lui, les églises sont des lieux de refuge et d'asile. Il nous reste quelques minutes pour parler de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République a été mis en garde à vue hier par la justice dans le cadre de l'affaire d'un éventuel financement par la Libye de sa campagne présidentielle en 2007. Il a été à nouveau mis en garde à vue ce matin. Est-ce que la justice en fait trop? Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures? Est-ce qu'elle s'acharne contre Nicolas Sarkozy? Vous pouvez répondre à cette question sur Twitter là aussi. La justice en fait-elle trop? Écoutez le point de vue de Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, ce matin sur France Info. Lui, il dit qu'il n'a pas de doute sur l'innocence de Nicolas Sarkozy, mais il est un peu gêné par la façon dont cette affaire est menée. Regardez. J'ai décidé de ne pas avoir de doute. D'abord parce que présomption d'innocence, mais surtout parce que ce que je trouve de plus inquiétant ici, c'est que dans les affaires politiques, notre justice ne semble pas sereine. La justice doit être sereine. Mais pourquoi tout ce spectacle? Pourquoi cette interrogation s'il a passé la nuit dans une cellule ou je ne sais quoi? Pourquoi tout ce climat, comme si on voulait faire pression un peu sur l'événement? La justice doit être sereine. Dans les affaires politiques, la justice apparaît nerveuse. Et ça, c'est pas bon pour la République. Alexis Lacroix, est-ce que la justice se comporte correctement dans cette affaire? De manière absolument ignoble et indécente. La société décente... De manière absolument ignoble et indécente. Oui, la société décente, c'est de faire crédit à un individu du fait que sa présomption d'innocence n'est pas un vain mot. Et là
je suis désolé, mais cet acharnement contre Nicolas Sarkozy a quelque chose vraiment d'obscène. Il est obscène et il est fondé, je crois, en plus sur un dossier quasiment vide. Moi, j'ai lu très attentivement, c'est le cas d'ailleurs d'autres confrères autour de ce plateau, le livre qui, je dirais d'une certaine manière, sert d'argumentaire au réquisitoire de la justice, c'est le livre de Lasque et d'Arfi, qui sont deux journalistes d'investigation. Je ne remets pas en cause leur talent. En revanche, le livre est vide. Il n'y a rien. Il n'y a que des supputations. Monsieur machin, ancien employé du cabinet de Monsieur Kadhafi, prétendrait que, etc. Donc, on est vraiment en pleine calomnie. On est en pleine calomnie. Et je trouve que c'est tout à fait dommageable que la justice embraye si rapidement sur fond d'un dossier très sincèrement parfaitement inconsistant à l'heure qu'il est. Rapidement, ça fait longtemps que cette histoire couve comme ça. Moi, je pense que la justice fait son travail, que c'est très bien, que la garde à vue, en effet, peut sembler abusif, parce que lui faire enlever ses ceintures, ses lacets, bon, il rentre chez lui dormir, il ne va pas se sauver, voilà, c'est un homme qui fait face à ses responsabilités. Ils lui ont vraiment fait enlever c'est ignoble. J'ai entendu ça cet après-midi en off, mais... C'est ignoble. C'est ignoble. Alors, Nicolas Sarkozy est un ancien président de la République, il a droit à des égards. Oui, mais là, vous rentrez dans un piège qu'il a tendu à tout le monde, tout le temps, depuis qu'il est homme politique, c'est se poser en victime. Et c'est ça qui le renforce complètement. Et moi, j'ai retrouvé une dépêche de 2014 où il avait déjà été en garde à vue pour cette histoire de financement du magistrat avec ce juge Azibert, Monaco. Vous vous souvenez, il y avait une histoire. C'était un autre dossier. C'est Herzog. Et là, il y a une volonté de m'humilier en me convoquant sous le statut de la garde à vue, qui n'est pas un statut normal. Et après, il a dit ma juge fait partie du syndicat de la magistrature, classée à gauche, et je soupçonne d'avoir une obsession politique de détruire la personne contre qui elle doit instruire à charge et à décharge. Vrai. Mais non, mais c'est le même argument qui est utilisé maintenant contre le juge Tournaire. Il dit, mais syndicat de la magistrature, ils sont de gauche, ils me détestent et tout ça. En fait, voilà, moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne se serait pas échappé, il fait face à ses responsabilités, que la garde à vue, c'est un peu abusif, mais Guillaume, sur le fond, je trouve que les juges doivent faire leur travail calmement. C'est pas parce que Sarko dit qu'il fait beau que vous êtes obligé de dire qu'il pleut. Et donc, c'est pas parce que... Non, mais Guillaume dit ce qu'elle veut. Non, mais c'est pas parce que... surtout que je suis pas contre. C'est pas parce que Sarko se victimise qu'il n'a pas raison de se victimiser. Et je crois qu'en l'occurrence, dans la société civile, il y a, vous venez de le dire, Guillaume, depuis longtemps, des personnes très répertoriées qui l'attendent au tournant sur cette affaire libyenne. Et c'est votre dernier mot, cher Alexis Lacroix. Oui, Renaud Girard, très vite, je pense qu'il y a deux choses. Oui, le président Sarkozy a le droit, il est ancien président de la République, il a le droit à des égards, il faut le traiter avec des égards. Et donc, évidemment, pas d'histoire de ceinture, de lacets, etc. Il faut le traiter. Par ailleurs, il y a un dossier qui est embarrassant dans cette affaire libyenne, qui ne touche pas lui directement, mais qui touche un diplomate qui était à son cabinet, qu'il a nommé très jeune ambassadeur en Irak, puis ambassadeur en Tunisie, qui s'appelle Boris Boyon, qui a été pris par les douaniers avec 400 000 € en liquide dans une gare, des billets qui n'avaient jamais été utilisés, qui étaient tout neufs, en allant vers Bruxelles. C'est une affaire d'où tenait cet argent M. Boyon, qui avait un salaire de fonctionnaire. C'est embarrassant et il est tout à fait normal que la justice fasse son travail sur la chose. Est-ce que ça veut dire que Kadhafi que Sarkozy est coupable? Il faut le prouver. Très bien. Moi, je ne me permettrai pas de juger la justice, mais je pense aussi effectivement que c'est normal qu'elle fasse son travail et qu'elle investigue sur le sujet. Et quand on se place du point de vue de l'opinion, je dirais simplement deux choses. La première, c'est qu'on a déjà posé une question à l'occasion d'autres affaires sur la capacité de la justice à faire son travail de manière impartiale. Et les Français sont plutôt confiants dans le fait que là-dessus, la justice saura faire la part des choses entre justement l'homme politique et l'homme soumis à la justice comme tous les autres. Donc de ce point de vue, ça c'est le premier point. Puis le deuxième point, je dirais que de toute façon, quelle que soit la situation, c'est pas ce qui va changer l'image que Nicolas Sarkozy a déjà dans l'opinion. Elle est déjà très structurée. Il est assez clivant, il a ses soutiens, il a des soutiens encore très forts chez les sympathisants, notamment LR. Et j'ai envie de dire, c'est pas une affaire de plus ou moins qui va venir entacher l'humilier, comme dirait Laurent Wauquiez. Donc voilà, je pense que c'est pas un sujet et qu'il faut laisser la justice faire son travail. Guillaume. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point l'arrivée de Macron a rendu un peu périmé tout ce passé. En fait, on a l'impression qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'il y a encore des derniers mouvements du monde d'avant. Mais en fait, plus personne, à mon avis, aujourd'hui, ne voterait pour Nicolas Sarkozy. Si, je veux dire, je reste très populaire chez les Républicains. Il est populaire, mais moi je dirais que quand même,
un Emmanuel Macron, il représente un peu l'opposé de ce qui est en train de se régler, une espèce de, comme ça, un homme qui est mis en examen, un passé lourd à solder, des pratiques d'avant, etc. Et en fait, je veux dire, il est arrivé et il change complètement les codes de la vie politique d'aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est assez marrant. Je sens qu'il y a vraiment un monde nouveau qui s'ouvre où ce genre d'histoires auront moins leur place. Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Bien sûr, Point de vue revient demain, même heure, même endroit, avec Marie-Amélie Lombard. Bonne soirée.